Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de votre émission Le Grand Déballage. Quel avenir pour la province du Soum? Nous allons parler de Djibo, du Sahel de façon générale avec quelqu'un qui connaît bien cette localité du Burkina, M. Mamadou Diko, qui est titulaire d'une licence en nutrition humaine et sécurité alimentaire. Il est infirmier diplômé d'État. Il a accepté notre invitation pour parler de la situation du Soum. M. Diko, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de l'émission Le Grand Déballage. La question qu'on pose pratiquement à tous les invités à l'entame de l'émission, comment vous allez à 50 ans pile aujourd'hui? Oui, ça va très bien, je me pose très bien, sans problème. Une maladie, il n'y a pas de problème. Alors, j'ai dit à l'introduction que vous étiez un ressortissant de Djibo. Est-ce que depuis que les événements ont commencé, vous avez des insomnies? Bon, ça c'est clair. C'est pas dans le Djibo seulement. Parce que tout le Burkina ne dort pas actuellement. En tout cas, il y a des insomnies. Je pense qu'à Djibo seulement. Vraiment. Quand on me dit que certaines communes ont vidé, des communes que je connais très bien, vraiment, il n'y a pas, je ne vais pas faire, moi j'ai quitté Djibo depuis 2003, mais je ne peux pas faire 2 mois sans venir à Djibo. Donc tu es limité à Djibo seulement, vraiment ça fait très mal. Avant même d'arriver à Djibo, c'est très difficile parce que Ouagadougou, Djibo, notamment en passant par Lac Tongoussi, Djibo, elle n'est pratiquement plus accessible, hein, cette route-là. Actuellement, elle n'est pas accessible. Ça, en tout cas, depuis 3 mois, elle n'est pas accessible. Ouais. Bien avant ça, même si on partait, c'est l'affaire dans le ventre. Hein. Et maintenant, tout est bloqué. En tant que ressortissant de Djibo, comment vous vivez cela? Difficilement, hein, très difficilement. Je ne suis pas le seul dans cette situation. Bon, tu t'imagines, on te dit que chez toi, là-bas, tu ne peux pas arriver là-bas, tu ne peux pas voir tes frères. Moi, j'ai perdu combien de parents actuellement à Djibo, je n'ai pas pu aller. Moi, j'ai perdu une maman, je ne suis pas allé. Tout récemment, mon grand frère est décédé, je ne suis pas allé, on me dit de ne pas venir. Mais ça fait mal quand même. Hein. Tu peux pas avoir tes parents ou mettre au téléphone. Maintenant, le téléphone, c'est un peu possible pour avoir tes parents. Donc, ça fait vraiment... c'est dérangeant quand même. Tu ne peux pas dormir la nuit, en tout cas correctement. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse empêcher qu'on emprunte cette route-là, ces 98 km entre Kongoussi et Djibo là? Ici, Djibo, c'est 96 km, mais c'est vraiment compliqué. Moi, je connais ce tronçon. J'ai mon certificat à Oya, j'ai eu mon BPC à Kongoussi. Je connais là très bien, mais là, je ne peux pas. Mais j'ai vraiment fréquenté Oya, mais je partais, je revenais comme ça. Bon, vraiment, c'est compliqué. Accessibilité, vraiment, ça ne va pas. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de bitume, il n'y a rien. Qu'est-ce qui a bloqué le bitume aussi, on ne sait pas. Bon, c'est la mauvaise volonté, c'est quoi? On a lancé. Est-ce que c'est le phénomène terrorisme ou bien c'est des alibis? Vraiment, c'est des histoires. Bon, moi, je pense qu'on n'a même pas commencé la route là même. Maintenant, la solution, vous connaissez les 96 km. Hein? Est-ce que vous pensez que ces tronçons-là sont difficiles à sécuriser aujourd'hui, selon vous? Bon, en fait, moi, j'ai une petite formation dans le domaine de la sécurité, formée par Biosource. Mais ça, c'est la sécurité humanitaire. C'est différent de la sécurité des militaires. Bon, dire qu'on ne peut pas sécuriser 96 km, vraiment, c'est compliqué. Parce que tout juste avant de venir, je lis dans Confidentiel, où un policier qui parlait depuis 9 mois, ils n'ont pas eu de dotation alimentaire. Bon, il a parlé, le ministre même est venu, ils ont discuté, il est revenu, c'est resté lettre morte. Il pensait qu'avec le nouveau régime militaire, ça allait changer, ça n'a pas changé. Ça, je viens de lire ça tout de suite avant de venir. Mais si au niveau de l'armée même, finalement, on a déjà dit de sécuriser leurs casernes, les policiers. Ça, c'est eux qui ont lu, ça, j'ai lu ça aujourd'hui. Bon, ce qui m'a un peu dérangé aussi, et dans l'écrit, il est dit que, en fait, les militaires ont dit d'aller sécuriser les points d'eau au niveau de Djibo. Ils ont refusé d'aller parce que c'est eux qui boivent là-bas, qui s'approvisionnent là-bas. Et pourquoi c'est eux qui sont en petit nombre, ils vont aller sécuriser ces points d'eau-là. Et les militaires ne peuvent pas aller. Ils ont proposé qu'il y a une tripartite, c'est-à-dire les militaires, gendarmes et policiers, pour sécuriser le point d'eau. Donc, si tu entends un de l'armée qui parle comme ça, là, c'est à l'intérieur de Djibo même. Il ne peut pas gérer Djibo même. On va parler de 85 km. Parce que Djibo est condamné actuellement. La superficie de Djibo est combien? On n'a pas pu gérer Djibo. Les gens ne peuvent pas sortir.
tout est renfermé. Donc, il ne faut pas parler de 85 km. Il faut gérer en été là où on vit. Est-ce que le bitumage de la route a été lancé en 2016? Le défi sécuritaire a été avancé pour dire qu'on n'arrivait pas à travailler les entreprises qui ont eu le marché. Est-ce que vous pensez que cet argument-là suffit pour justifier le fait que la route ne soit pas bitumée? C'est faux. Ça ne suffit pas. Est-ce qu'ils ont commencé et ils sont inquiétés? Ils ont dit qu'il y a des défis sécuritaires. Ça commence à Kungusi. En ce moment, 2016, il n'y avait pas tout ce problème-là. Ils pouvaient venir jusqu'à Kungusi, jusqu'à Bouzanga, même s'ils ne pouvaient pas commencer par Djibo, je ne sais pas par où ils doivent commencer, parce que c'est des techniciens. Le droit est limité à Kungusi, non? Jusqu'à aller à Bouzanga, en 2016, il n'y avait pas de problème. Ils pouvaient amener le goudron jusqu'à là-bas. Jusqu'à arriver à Namsigam, il n'y avait même pas de problème. Bon, dire que c'est l'insécurité, ça c'est un alibi, ça c'est des histoires, c'est faux. Moi, je ne suis pas d'accord. Vous pensez que les conditions sont réunies pour que la route soit bitumée? En tout cas, je ne sais pas, mais en tout cas... Mais pourquoi Gorom, on a commencé là? Ils ont été attaqués plusieurs fois, mais ils reprennent. Ils sont allés un peu en avance. Et pourquoi Djibo on commence pour dire qu'il y a l'insécurité? Pourtant, entre 2016, 2016, entre Bouzanga et Kungusi, il n'y avait pas de problème comme ça. Moi, j'ai voyagé plusieurs fois. Seul avec votre véhicule privé, sans problème sur la route? Mais moi, j'ai tenu des rencontres sécuritaires. La première rencontre parlant de la sécurité à Djibo, c'est moi qui ai organisé cette rencontre-là, à Djibo. Et j'étais appuyé par l'ONG Pro Médiation. En 2000, quand est-ce qu'il y a eu l'attaque Capuchino, là? 2016. C'est en 2016. En ce moment, nous, à Djibo, on parlait de l'insécurité. Les gens ne pouvaient pas parler. Moi, il dit qu'il faut qu'on parle de notre problème. En ce moment, le frère, le maire vivait. Je suis venu le voir. Il a dit, le maire, il faut qu'on parle de l'insécurité. On ne peut pas croiser les bras en train de regarder. Les militaires sont étaient de combat. Nous aussi, il faut notre partition. Moi, il m'a dit, si tu as les possibilités de faire, il faut venir faire. Donc, à partir de, comment dire, Doré, avec une rencontre, conférence d'habitat pour Lakou, il y a un monsieur nommé Amidou Diko qui m'a dit que j'ai appris que tu veux organiser une rencontre à Djibo. Nous, on peut t'appuyer. Il a dit, il n'y a pas de problème, moi, je n'ai pas les moyens. J'ai invité tout le monde comme ça, mais je n'ai pas les moyens. Il m'a dit, non, si tu as des autorisations, tu viens. C'est le haut commissaire actuel, je suis venu le voir. En ce moment, il dit, ah, monsieur Diko, pas te hasarder. Moi, il dit, je vais m'hasarder, parce que c'est ma région. Je fais comment? Si personne n'est pas, il faut qu'on en parle. Il m'a donné une autorisation, il n'y a pas de problème. Toutes les communes étaient là. On a invité les militaires même. Quand j'étais parti au camp là pour inviter les militaires, c'était le lieutenant Daouda qui était là. En ce moment, le président, je l'ai trouvé là-bas, le lieutenant-colonel Damiba. Quand j'ai parlé à Daouda, il me dit, ah là ça tombe bien, il y a le colonel qui vient d'arriver. Tu peux le voir aussi. Il est sorti, il m'a salué. Il m'a regardé, ah, mes cheveux étaient blancs. Ah, c'est la vieillesse, mais non, c'est pas la vieillesse. Moi, j'ai dit, ta barbe aussi un peu blanche. Il dit, non, ah, c'est pas la vieillesse. On a plaisanté comme ça. Il était là, je l'ai vu pour la première fois. Il m'a donné son numéro. Tout ce qu'il y a, mon pote, il me fait signe. Là, le lieutenant, le colonel Damiba. C'était en ce moment le colonel Daouda. Je dis, vous venez aussi, on va discuter. Parce qu'on vous accuse trop. Mais si vous êtes face à la population, on va parler. Ça veut dire que vous avez tenté une médiation entre les forces de sécurité et la population de Djibo. On a l'impression que le problème est plus profond alors. Donc avant même que ça ne dégénère, il y avait un conflit enfin, une crise de confiance entre l'armée et puis la population de Djibo. Les gens accusaient l'armée de la brutalité. À Djibo? Partout dans le province de Soum. On partait, on ramassait des gens, on amenait, on déposait la gendarmerie, d'autres n'arrivaient pas. Donc vraiment, les gens avaient peur de deux côtés. Ils avaient peur des terroristes qui sont là. Ils avaient peur de ces militaires-là aussi. Mais il faut qu'on en parle. On est venu, ils sont arrêtés. Quand on est venu dans la salle, là, même 10 personnes par commune, on a invité. Moi, j'ai fait mon discours. J'ai dit vraiment, en tout cas, qu'est-ce qui a gonflé de l'autre côté là? C'est cette brutalité-là. Vous êtes censé venir nous protéger. Vous ne savez pas qui est qui. Vous prenez tout le monde comme des complices, vous tapez. Les peuples sont en brousse. Les peuples ne veulent pas voir la ville parce qu'à cause de l'élevage. Et généralement, les peuples ne cohabitent pas comme, en tout cas, les moustiques en groupe comme ça. Non, eux, c'est individuel. Tu vas avoir une case seule, et le monsieur avec sa femme, avec son élevage. Mais si vous voyez ces personnes-là, vous pensez que c'est des gens isolés, alors que c'est leur village comme ça. C'est éparpillé. Bon, on est là, on a discuté, ils sont arrivés, bon, moi j'ai parlé, j'ai discuté, bon, moi j'ai dit, bon, avec Éric Blanchot qui était là, le débat a commencé. Mais
Mon cher, ça va 30 000 personnes ne parlaient. Hein. Ah oui. Ah ouais. Parce qu'il y avait la peur au ventre. Il y avait les militaires qui sont là, donc pour toi, tu parles, on va te tuer après. Moi, j'ai fini de parler, j'ai fait mon discours, j'ai expliqué tout pour la raison de cette rencontre. Silence absolu. Finalement, moi, j'ai dit, vous avez peur de parler, donc c'est moi l'idiot là. Cette peur-là va vous bouffer. Et ils sont venus pour nous écouter, il faut dire. C'est en ce moment, un à un a commencé, un à un a commencé. Et un qui s'est levé dit, vraiment, nous, on a peur des militaires, on a peur des terroristes. Ça veut dire que les populations étaient entre deux feux. Entre deux feux. Bon, ils ont parlé, ils ont parlé, ils ont parlé. Le temps, Daoud a dit, bon, nous sommes vos frères, vos enfants, et nous sommes parmi vous aussi. Nous ne connaissons pas vraiment des terroristes. On jette un filet comme ça, on prend des gens, on amène à la gendarmerie et on sélectionne. On tamise. Et on trouve en tout cas les bons grés, et les mauvais, on fait la séparation, quoi, les veilles de livrer. Bon, c'est comme ça nous on procède. Il faut que collaborer avec nous. Donc le débat a continué. Vraiment, on a failli trouver une solution. Le deuxième jour, il attaque à Ouagadougou ici, à l'état-major. Ah, bon, on est obligé d'arrêter la réunion. Et pour que les blancs là rentrent à la maison, à Ouagadougou, c'était vraiment un convoi, hein, des militaires. On a négocié pour les envoyer jusqu'à Kongossi. Bon, ça, c'était la toute première rencontre. Et depuis, moi, je n'ai jamais cherché à tenir des rencontres à Djibo, à Ouagadougou ici, à Dori et partout, pour que la communauté puisse se comprendre. Et je pense que, je ne vais pas me vanter, mais grâce à notre action, la communauté en tout cas a réussi à comprendre qu'en fait, le problème là, il ne faut pas déposer ça sur une ethnie. Il y a des gens qui sont là, il faut aller les combattre, laisser les ethnies, les autres sauvages. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé. Certains sont venus tuer leur propre père. À Djibo? Mais oui, dès le départ, il y a eu ces problèmes-là. Des enfants qui sont revenus tuer leur propre père à Djibo? Ça s'est passé quelque part. Mais je ne vais pas trop étaler là-dessus, parce que chacun a peur de lui. Mais moi, je sais qu'au départ, moi, j'ai un parent qui, quand son fils est rentré, il a pris sa femme, aller le mettre à ses parents, puisque je ne maîtrise pas mon fils. Mais dans tout ça, ils ont décidé d'aller là-bas. Allez les combattre. C'est ce qu'eux-mêmes disent. Hein. Venez nous combattre, laissez nos parents. Et ils ont opté. Allez les combattre. Mais dire qu'il y a telle personne complice, on ne peut pas savoir le complice. Le complice, il ne faut pas tuer aussi. On a l'impression que le cas de Djibo est particulier à écouter ce que vous êtes en train de dire. C'est qu'il y a beaucoup de jeunes de Djibo qui ont pris des armes contre leurs frères et sœurs à Djibo. Mais il faut reconnaître que la plupart de ces terroristes-là sont des Burkinabés. Hein. Ils ne sont pas d'ailleurs. Hein. Ceux qui sont venus d'ailleurs sont peu. C'est des Maliens et puis c'est des voisins, des Maliens et des Nigériens. Ils ne sont pas venus d'ailleurs comme ça. Ouais. Le frère Malam, il est de Soboulé, à 45 km de Djibo. Moi, je travaille à Fedekoba, à 10 km là-bas. Oui, mais tout est parti de lui. Il était le premier visage du terrorisme au Burkina Faso, Malam Diko de Djibo. Bon, en fait, est-ce qu'au départ, lui-même, il voulait combattre? Il faisait ses presses pendant un bout de temps. Bon, je ne sais pas comment c'est arrivé, il a pris des armes, mais moi, je pense qu'il ne voulait même pas combattre. Il y a certaines brutalités qui ont obligé les gens à faire ces gens de sauver-là. Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que le cas de Djibo est tellement particulier qu'on ne peut pas sauver Djibo? Bon, on ne peut pas sauver Djibo, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas, on ne peut pas sauver Djibo là. Djibo n'est pas passé la même chose, Djibo n'est pas différent de Fada, n'est pas différent de la région du Nord, comme le Kaya, c'est la même chose. Mais maintenant, si les gens ont l'idée que ce sont les peuples qui sont dans ça, c'est particulier. Vous pensez que c'est là le problème? C'est là le problème, moi je pense que c'est là le problème. Comme à un certain moment donné, les terroristes, ils tuent leurs parents, ils tuent les peuples. Les Congolais tuent les peuples, les VDP tuent les peuples. Mais on va aller où? Nous, nous avons plus de morts que toutes les autres ethnies. Qu'est-ce qu'on envoie dans le terrorisme? Qu'est-ce qu'on gagne? Moi, je suis fils de Djibo. Quel intérêt? Moi, je vais aller... Moi, mon père était chef, mon arrière-grand-père était chef. Moi, je suis capable de détruire Djibo. Non, je ne vois pas ça. Mais vous avez reconnu tout à l'heure quand même qu'il y a des jeunes de Djibo qui ont pris des armes contre des frères et sœurs. Il y en a qui sont revenus tuer leurs parents. Ils sont nombreux qui ont pris les gens de... On n'a pas dit que les gens de Djibo ne sont pas dedans. Ce n'est pas les gens de Djibo seulement. Moi, on a tenu une rencontre, comment dirais-je, coalition Diam, comment dirais-je, à Kaya. Il y a un des Kongoussis qui a dit, en réalité,
vraiment, ce ne sont pas des perruques qui nous dérangent. Nous, ce sont nos enfants même qui nous dérangent. Mais Kungoussi, nos enfants, c'est qui? Les gens de Kungoussi. Ça, c'est un vieux qui a dit ça. J'ai failli l'enregistrer, j'ai dit non. Donc, c'est mélangé. Dire que ce ne sont pas des Burkinabés qui sont dedans là, ce qui veut dire que c'est faux. C'est les Burkinabés qui sont dedans. Ils ne sont pas ignorés aussi. Mais si on revient sur le cas de la ville de Djibo, parce qu'à un moment donné, il nous était revenu que des accords avaient été obtenus, les gens revenaient dans la ville sans les armes et ils repartaient dans la brousse. Est-ce que c'est vrai, vous le confirmez? Ça, c'est l'élection, la dernière élection du chef de l'État là. 2020. 2020 là. Ça, c'est eux qui sont allés négocier. Ce n'est pas caché. Ils sont allés négocier à Ndidje à côté, vers de 7 km de Djibo. Et à un certain moment donné, mais ils n'ont pas associé la population de Djibo. Il y a nos chefs qui sont là, ils n'ont jamais été associés à cette négociation. On ne sait pas comment la négociation a abouti. À un certain moment donné, on voyait les gens qui tournaient, ceux qui avaient des gens qui tournaient à Djibo. On les reconnaissait. Ils venaient vendre les animaux même à Djibo, il n'y a pas de problème. Ils venaient sans armes? Sans armes, sans armes. Okay. Ils rentraient, mais tout le monde savait que c'est eux qui étaient les terroristes. Ils ne sont pas cachés, quand tu les vois, ce n'est pas caché. Okay. Ouais, ils venaient à Djibo, sans problème. Mais nous, ça, c'est pas une paix. Nous, on savait que ça n'allait pas durer aussi. Mais aucun de Djibo n'a été associé à cela. Est-ce que même l'armée, le détachement qui est là-bas, a été associé? Non. Parce que le même jour, là, ils ont arrêté quelques personnes à la gendarmerie là-bas. Donc, ça veut dire que, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont, en ce moment, est-ce qu'ils sont associés à ce débat-là? Mais comment vous expliquez le fait que la situation soit tendue à Djibo? Parce qu'on disait des secteurs de Djibo même n'étaient plus fréquentables, étaient même sous contrôle presque des terroristes à un moment donné. Actuellement, aucun secteur n'est fréquentable. Il y a 9 secteurs à Djibo. Aucun? Il y a 9 secteurs à Djibo. Okay. Le secteur 5, le secteur 6, le secteur 7, le secteur 8. Ça, c'est tout le monde, on a ramené tout le monde à l'intérieur. Donc, il y a le secteur 1, 2, 3, 4, où on peut vivre actuellement à Djibo. Donc, ils ont concentré tout le monde. Et si tu connais Djibo, il y a le berger là. Au barrage, là, il y a un hôtel, on dit berger. Il y a un barrage à côté. De l'autre côté du barrage, on dit tout le monde est rejoint dedans. Mais c'est-à-dire que Djibo est gonflé maintenant, tu ne peux même pas bouger. Souvent, les gens se cachent pour aller dormir dans les villages, à leur domicile la nuit, revenir. Il n'y a pas où dormir. Donc les gens sont concentrés à Djibo comme ça. Et cette dictature, j'ai envie de dire, de regroupement des populations a été imposée par les terroristes? Oui, mais ils sont là. Si tu bouges pour aller prendre un 10 000, ils te frappent. Frapper? Oui, correctement. Il y en a qui se cachent pour aller chercher dans leur maison, au niveau des greniers, quelques grains pour venir. Mais tu te les trouves là-bas, c'est dangereux. Alors du coup, on est appelé à se poser la question, mais comment sauver une ville comme Djibo? On a parlé de dialogue voulu par les groupes armés. Est-ce que vous croyez en la sincérité d'un tel dialogue? Le dialogue, moi, je crois à ce dialogue. Très bien même. Ils sont allés négocier, non? Ils sont allés négocier. Ça, c'est ouvert. Pour aller négocier, là, ils n'ont pas caché qu'ils vont aller négocier. Il y a un groupe qui est constitué. Ils ont trouvé un moyen de trouver les numéros, demander rendez-vous et ils sont allés négocier. De 10h à 18h, ils ont discuté. Il y a des rapports qui sont là, hein, ils ont écrit. Ils ont discuté. Les terroristes ont dit, il n'y a pas de problème. Nous, on a laissé tomber. Mais maintenant, laissez-les vivre, aller là où, partout. Puisqu'on a bloqué les vivres, ne sortez pas. Et ne n'attrapez pas nos gens aussi. Quand ils viennent à Djibo pour se ravitailler, ou bien bon, je ne sais pas. Ça, c'est l'une des conditions. Il y a 2 conditions. Il y a un accord. Quand ils sont revenus à Djibo, ils ont invité toutes les personnes ressources à Djibo. Ils ont tenu fait le compte rendu à tout le monde. Ce n'est pas caché. Ils ont fait le compte rendu. C'était vendredi passé. Ils ont fait le compte rendu à tout le monde. Voilà ce que les gens ont dit. Maintenant, le secteur 5, immédiatement, peut rejoindre. Les gens étaient d'accord. Maintenant, les autres secteurs, notre village, qu'ils viennent discuter avec nous. C'est ce qu'ils ont dit. Ils peuvent venir discuter avec nous, on va donner des clauses. Ils vont repartir. Mais à notre grande surprise, les VDP, on ne sait pas d'où sont venus ces VDP-là. Il n'y avait jamais eu VDP à Djibo. Ils viennent se positionner au secteur 5, avec 2 tricycles. Tout celui qui veut venir, il tire dessus. Donc, ils ont profité de ce blocus-là pour venir à Djibo. Là où il y avait les VDP, c'est Poubé Mengao, c'est Kelbo et Arbinda. Voilà où se trouvaient les VDP.
Les autres communes n'ont pas de VDP. Mais comment est-ce que d'où sont parachutés ces VDP pour venir se positionner là où on dit aux gens de revenir et vous êtes en train de tirer. Mais quand il y avait ce blocus, il fallait aller là-bas, attaquer ces terroristes qui étaient là-bas en ce moment. Et là, on allait vous applaudir. Et maintenant, on dit aux gens de revenir et vous allez vous positionner pour détruire. C'est eux qui ont détruit l'accord là. Mais maintenant, qui a donné l'autorisation au GDP d'aller se positionner là-bas? Point d'interrogation. Okay, mais les accords qui ont été obtenus finalement, qu'est-ce que ça disait? Qu'est-ce que les terroristes ont demandé en contrepartie pour laisser Djibo tranquille? Ils ont dit seulement, puisque un temps on a bloqué les vivres qui ne sortaient pas de Djibo. Là, on disait que si on amène les vivres, peut-être c'est pour les nourrir. Parce qu'eux aussi, ils étaient peut-être en rupture, non? Ils n'avaient plus de stock d'aliments. Mais quand ils ont bloqué Djibo, là, ils vivaient correctement. Ils ont bloqué Djibo. Ils avaient dit qu'ils allaient bloquer les vivres. Nous, on va bloquer totalement et vous montrer que nous, on va vivre sans vivre. C'est une chose comme ça. Puisque les vivres ne sortaient pas, ils ont bloqué Djibo combien de mois? Ils sont là. Et ils ont dit de laisser les vivres. Mais maintenant, c'est ça, je te dis, au niveau de l'accord là, le lendemain, j'ai appelé quelqu'un puisqu'il y avait le réseau. Bon, puisqu'on ne peut pas dire la personne, bon, si je dis que c'est telle personne, la personne peut m'appeler pour dire pourquoi tu as dit mon nom. Donc voilà pourquoi je me tais, c'est mes amis. Il me dit, en tout cas, l'accord là, eux ne comprennent pas. Parce que lui-même, il a payé un sac pour amener chez lui, on l'a retourné. Il dit, un sac de riz, on a refoulé. On dit, c'est comment? Mais ça, c'est quel accord? On est dû d'aller négocier, et on part, on négocie, et en fait, on bloque notre négociation. L'accord ne peut pas être appliqué. Ce sont les terroristes qui bloquent l'application. Ce pas les problématiques. Ils ont donné leur feu vert. C'est ça, je te dis, ils ont négocié, les terroristes ont donné leur feu vert. Avec leurs entre conditions. Eux et les militaires, ne vous interposez pas. Mais population, vaquez à vos occupations. On vous donne 72 heures aussi pour déminer ici Djibo et Bourzanga. C'est ce qu'ils ont dit dans leur rapport. Ils ont donné 72 heures pour déminer. Et maintenant, le secteur 5 peut rejoindre, au moins. Mais les autres secteurs peuvent venir, ils vont discuter. Ah, donc, il fallait que tous les secteurs viennent discuter individuellement avec les terroristes. Oui, ce que j'aurais appris dans le rapport. Parce que les autres secteurs là sont un peu distants de Djibo. Hein. Le secteur 8 quand même est à 5 km de Djibo. C'est des villages environnants là, ils peuvent venir discuter avec eux. C'est ce qu'ils ont dit, de laisser les vivres aller. Cette condition, ce n'est pas compliqué quand même. Donc, les vivres, ce n'est pas forcément eux qui prennent les vivres là. Les villages là sont au nord de Djibo aussi. Les gens peuvent payer les vivres amenés pour se nourrir. Mais la négociation, par contre, puisque le gouvernement me refuse de négociation, le gouvernement parle de dialogue. Est-ce que vous comprenez déjà ce jeu de mots? Moi, je parle de dialogue aussi, je ne parle pas de négociation. Parce que quand vous parlez de négociation, il faut céder quelque chose ou bien donner quelque chose. C'est des dialogues. Et ils n'ont pas demandé quelque chose aussi. Les terroristes n'ont rien demandé en retour? Ils n'ont pas demandé en retour. Le retour, c'est qu'ils ont demandé de laisser les vivres partir là où ils veulent. Uniquement les vivres? C'est tout. Et puis, quand quelqu'un vient vendre son animal, ne l'attrapez pas pour dire que c'est un terroriste ou pas. Laissez tout le monde. Maintenant, s'ils veulent nous attaquer, nous sommes prêts à être attaqués. Ils n'ont pas caché. Mais à notre grande surprise, c'est les VDP qui viennent nous bloquer. Donc le problème actuellement, c'est la présence des VDP au secteur 5 de Djibo, si je vous comprends parfaitement. C'est ça. Uniquement ça? Oui, c'est ça, moi je vois. Mais maintenant, qui a donné l'autorisation au GDP d'aller là-bas? Je ne sais pas. Puisque les VDP sont sous le contrôle de l'armée, non? Mais est-ce que quand on vous écoute attentivement, on a l'impression que cet accord-là ou encore ce dialogue-là n'inclut pas l'armée burkinabé dans les négociations, dans les discussions? On n'ose pas aller là-bas sans passer par l'armée. Ça, ce n'est pas possible. Ils sont au courant de ça. Ils sont au courant, mais est-ce qu'ils sont associés? Pour aller discuter là-bas, oui. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais peut-être qu'ils peuvent aller sans problème. Si ils ont donné leur accord, les gens peuvent aller négocier. Il n'y a pas de problème. C'est le début d'une négociation. Négociation, ça peut prendre 3 mois, 4 mois, 6 mois. On n'a qu'à laisser ça aller. Comme on réussit à les parler, petit à petit, ça peut aller sur tout le Burkina Faso. Là, c'est petit à petit, ça va doucement, doucement. Mais nous sommes à combien? 7 années de guerre, par exemple. Même la Seconde Guerre mondiale a fait combien de temps? 39, 45. Est-ce que la tendance globale est que tout le monde est fatigué finalement dans la ville de Djibo de cette guerre-là? Tout le monde, ça, c'est pas ville. Tout le Burkina est fatigué. Tout le monde est fatigué. Tout le monde est fatigué. Mais je me demande, même eux-mêmes qui sont là-bas ne sont pas fatigués aussi. Mais je ne peux pas dire là-bas, mais je peux pas... Mais d'autres disent aussi qu'ils ont des conditions du genre, il faut un certain nombre de comportements dans la société, imposer des manières de vivre aux populations de Djibo pour accepter un tel
un tel dialogue. Est-ce que vous le confirmez? Non, en tout cas, moi, je n'ai pas entendu ça. Couper le pantalon ou quoi, là, je n'ai pas entendu ça pour le moment. Ils n'ont jamais demandé ça comme Djibo, condition? ils n'ont pas demandé. Peut-être dans les autres villages, ils peuvent imposer ça, mais Djibo, non. On ne peut pas imposer. Djibo, là, c'est très grand. Et le dialogue, c'est uniquement pour la ville de Djibo pour le moment, hein, et les autres localités environnantes. On n'en parle plus ou on en parle? Non, en fait, tout c'est un début. Pour moi, Djibo, c'est un blocus. On a qu'à ouvrir pour Djibo. Et il viendra les autres villages. Et peu à peu, on va discuter. On ait le courage de discuter. Il faut qu'il y ait trêve aussi pour discuter. Est-ce que vous voyez? Si le président même a parlé, dit qu'il faut dialoguer, la population est libre de dialoguer. On nous permet de dialoguer en toute franchise. Et maintenant, on a le courage de... Est-ce que les populations peuvent aller dialoguer sans des représentants de l'État? Est-ce que ce sera fiable en termes de dialogue avec les terroristes? Mais tout peut venir, ça. Est-ce que les terroristes ont empêché les gens de venir? Ils ont choisi ceux qui veulent venir, là, il faut de les informer. Même les militaires, s'ils veulent venir, il faut les informer. Je dis tout est un début. La population aussi, c'est l'État, hein, en fait. C'est un début. Quand on va finir avec ça, au fil du temps, on va trouver un moyen pour qu'ils viennent à Djibo discuter avec l'État. Même à Ouagadougou ici, c'est un peu, jusqu'à ce que la guerre finisse. Mais est-ce qu'on peut leur faire confiance à 100%? On ne peut pas faire confiance à personne dans cette histoire. On ne peut pas dire qu'il y a confiance. Mais pour le moment, comme ils ont dit ça là, acceptons ça, on va voir s'ils vont changer ou pas. Là, on peut dire qu'il y a confiance ou pas. En tout cas, moi, je les fais confiance à ce niveau. Puisqu'ils ont dit telle chose, respectons ce qu'ils ont dit là d'abord et on va voir la suite. Oui. Mais il y a une inquiétude. Au moment où on parle de dialogue à Djibo, Gaskinde et Pobé Mengao ont été attaqués, notamment les détachements militaires. 15 personnes sont tombées. Est-ce que cela n'est pas un coup dur sur la question du dialogue qui est en cours? Moi, je pense qu'ils n'ont pas dit qu'ils ne vont pas attaquer l'armée. Dans le dialogue, là, ils ont dit qu'il ne faut pas que quelqu'un rentre entre eux et les militaires. C'est ce qu'ils ont dit? Oui, ça c'est clair. Donc, du coup, il n'y a pas de dialogue? Non, je viens. D'abord, les VDP ce que les VDP font là, c'est qu'ils ont eu affaire au 7h5 là. Ils pensent qu'ils ne sont pas au courant. Eux, ils ont donné leur feu vert. Et l'armée et les VDP, ou bien c'est qui est en train d'assassiner les gens. Mais peut-être que c'est en représailles. Parce que j'aurais appris que c'est les VDP de Pobé Mengao. J'aurais appris. Vous n'avez pas la confirmation? Je n'ai pas la confirmation. Gaskinde, c'est Pobé Mengao. Je dépend de Pobé Mengao. Si on tape le camp de Gaskinde, Pobé Mengao ne doit pas rester. Et évidemment, Pobé a quitté. Il n'y a même pas une seule personne à Pobé actuellement. Tout le monde a fui. Gaskinde, ça dépend de Pobé Mengao. Maintenant, il n'y a plus de camp même à Djibo. C'est un seul camp qui reste. Oui, mais moi, je pense que si le président même a dit de dialoguer, et s'il y a des accords, qu'on accepte ces accords-là. Ils n'ont plus qu'à aller négocier alors. Donc, on ne peut pas nous dire d'aller négocier. Quand on dit d'aller négocier, il ne doit pas y avoir des zones de guerre, quoi. Non, laissez les gens négocier maintenant. Faites une trêve. Donc, vous voulez que l'armée... Donc, votre posture, c'est quoi? Que l'armée ne fasse plus rien, l'armée reste dans son... calme, oui. Se positionne et regarde la population un peu. Au fil du temps, tout le monde sera convaincu. On ne peut pas négocier sans l'État, ce n'est pas possible. Si on a dit au chef d'aller, le chef n'a jamais voulu aller là-bas. On l'a obligé. L'émir de Djibo? L'émir de Djibo n'a jamais voulu aller là-bas. Parce que les gens vont penser qu'il a toujours refusé. La dernière fois, la mission qui est venue, qui se sont constitués, eu le courage d'aller les voir, il est venu voir le chef. Moi, j'étais là. Ils m'ont appelé. Pardon, il faut voir ton frère. J'étais là-bas de 9h à 16h pour le convaincre. Comme tout le monde dit d'aller là. Pardon, chef, il faut aller. Non. Moi, je dis, il faut que tu y ailles. Ouais. Et c'est l'État. Le chef de l'État maintenant a parlé du dialogue. Il n'y a pas de peur. Il m'a dit, OK. Ils sont partis. Le dimanche, il est parti. Le lendemain, ils sont allés directement là-bas. Il y a une équipe composée, en tout cas, des commerçants, des religieux. Tous les religieux qui étaient là-bas. Hein. Donc, le marché à bétail est représenté aussi par d'autres personnes. En toutes les couches sociales sont représentées. Ils sont allés en nombre là-bas. Je ne sais pas, c'est une trentaine. En tout cas, il y a 2 véhicules. Pour aller rencontrer les terroristes. 2 véhicules. À combien de kilomètres de Djibo?
ça vaut 8 comme ça. 8 km de Djibo. Ça veut dire que les bases même des terroristes dans la zone de Djibo sont connues de tout le monde. Hein. Ce n'est pas un secret. Non, ce n'est pas les bases. Hein. Ils sont venus là-bas. Ils sont venus juste à un point de rencontre. Ils ont fixé le point de rencontre à côté du Djibo. Okay. Voilà. Maintenant, moi, je ne connais pas leur base. Quand la délégation elle est partie, il n'y avait pas l'armée avec elle. Hein? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas... C'est pas mentionné dans le rapport. Je n'ai pas mentionné dans le rapport, en tout cas. Le rapport que j'ai vu, là, ce n'est pas mentionné. L'autre aspect du dialogue, c'est de savoir que ça va tenir sur combien de temps. Est-ce que c'est un dialogue, le temps qu'on puisse ravitailler la ville de Djibo, ou c'est un dialogue qui va se tenir de telle sorte qu'on puisse continuer désormais à voyager tranquillement entre Djibo et Kongoussi sans qu'il y ait véritablement des obstacles sur la route? Dans le rapport que moi j'ai lu là, ils ont dit qu'ils vont déminer Djibo. Ils ont un problème avec Bouzanga. Les véhicules qui vont quitter Ouagadougou pour aller à Djibo là, il ne faut pas qu'ils fassent escale à Bouzanga. Il ne faut pas déposer même un bonbon là-bas. Parce qu'il y a un problème avec Bouzanga. Mais si Bouzanga veut discuter avec eux, il peut venir les voir. Ça, c'est écrit dans le rapport. Et c'est quoi leur problème avec Bouzanga? Ça, je ne sais pas. Ça, je sais pas. Donc, ça veut dire qu'ils sont d'accord pour qu'un véhicule quitte Ouaga pour aller à Djibo, mais vous ne faites pas d'escale à Bouzanga. Il ne faut pas déposer quelque chose là-bas. Ça, c'est dans le rapport. C'est écrit même dans le rapport. Il y a le rapport que j'ai vu. Mais je ne sais pas si le rapport est officiel ou pas, mais je me suis hasardé à le dire. Ce que j'ai entendu. J'ai appelé, il m'a expliqué avant même de dire quelque chose. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'ils vont déminer toute la voie réellement? Mais comme il y a déjà un blocus, les gens sont en train de tuer les gens pour qu'ils ne repartent pas. Mais est-ce que ça, c'est en vigueur maintenant? Je ne sais pas. Il fallait qu'on laisse les gens repartir et voir s'ils vont respecter leur engagement. Non, ça n'a pas été le cas. Personne n'a bougé de Djibo, personne n'a commencé à tirer les gens, tous ceux qui veulent rejoindre. Si le communiqué est passé partout, vous pouvez rejoindre. Secteur 5, allez-y, c'est un grand secteur au nord de Djibo. Vous pouvez rejoindre. Mais la présence des VDP pour vous a été un handicap. Un handicap. Oui. Un véritable handicap. Ils doivent même... Attends, dans la loi des VDP, c'est quoi? Les VDP doivent gérer leur village ou les jeunes zones de résidence. Est-ce que tu vois? Cette commune de Djibo n'est pas leur zone de résidence. Qu'est-ce qui les amène là-bas? Donc, on a violé cette loi-là aussi. Quand on vous écoute attentivement, on a l'impression que vous n'êtes pas du tout favorable au VDP, vous. Bon, est-ce que les VDP sont favorables à nous? Dans tout le Sahel, est-ce qu'il y a les VDP? Pourquoi ça? Ce n'est pas parce qu'on ne voulait pas. Quand on instaurait les VDP, c'était comme en janvier 2020, ou c'est quelle année-là? Et moi, je pense que... Est-ce que dans le Sahel, il y a un seul VDP dans toutes les communes du Sahel? Je ne vois, il n'y en a pas. Moi, j'ai servi à Seba, j'ai servi à Gorom, à Dori, à Djibo, il n'y en a pas. On n'a pas été associés. Alors, en ce moment, les villages n'ont pas quitté. Et moi, je sais qu'il y a un maire qui m'a demandé comment on procède au la mise en place des VDP. Moi, je dis, bon, renseignez-vous, moi, je ne sais pas, mais nous aussi, on attend. Notre grande surprise, au moment qu'on discute là, non, les VDP sont déjà mis en place. Je ne sais pas que je suis contre les VDP. Les VDP n'ont pas resté dans leur coin. C'est ça qu'on a demandé. S'il n'y a pas de VDP à Djibo, nous, on n'a pas de VDP. Il n'y a pas de raison qu'un VDP quitte venir à Djibo aussi. Il n'y a pas de raison. Non. Donc, à gérer leur coin. Alors, est-ce que ceux avec qui ils négocient, là, pour la plupart, sont des enfants de Djibo actuellement? Non, je ne dis pas Djibo-ville. Hein. Je veux dire ceux-là avec qui ils ont négocié, ils sont tous des ressortissants du Soum. La plupart, en tout cas. Les terroristes avec qui on a négocié, pas les négociations, avec qui on a dialogué, là, ce sont des ressortissants du moi, Soum. je ne les ai pas vus. Mais les infos que vous avez... La plupart, en tout cas, c'est les ressortissants du Soum. Voilà, les ressortissants du Soum, il y a tout. Il y a des Foulsé, il y a des Moussi, il y a tout au Soum. Donc, la plupart, en tout cas, sont les ressortissants du Soum. Ils ont décidé de déposer les armes, de rentrer dans la République. Je n'ai pas dit qu'ils vont décider de déposer les armes. Non, ça, c'est autre chose. Le blocus de Djibo, là, ça, c'est une étape. En réalité, si on vous comprend, le dialogue, là, c'est uniquement pour que la ville soit régulièrement ravitaillée. Le reste, là, on discute. C'est une priorité d'abord, parce que les gens souffrent, les gens meurent, les animaux meurent, tout le monde meurt. Ça, c'est une des conditions. Et le marché à bétail aussi de Djibo qu'il faut sauver. Depuis que moi, je suis né, je n'ai jamais entendu un seul jour le marché est fermé. Marché à bétail de Djibo. Le marché à bétail de Djibo. Je n'ai jamais entendu ça, si ce n'est pas cette fois-ci. Je n'ai jamais entendu ça. Et c'est le poumon commun de la province de Soum. Et je pense que fait partie des plus grands marchés du Burkina. Les Ghanéens viennent,
Les Nigériens viennent, même les Nigériens viennent, les Béninois commencent à venir au marché de Djibo. C'est ma première fois d'entendre que le marché est fermé. Si le marché de bétail à Djibo est fermé, c'est-à-dire, même s'il fermait le marché seulement sans toucher la population, les gens allaient mourir. Parce que les gens se ravitaillaient là-bas. Tu vends ton animal, fais ça. Actuellement, comme coûte un animal à Djibo, ça ne dépasse pas 5 000. Et là aussi, il n'y a pas d'acheteur. Ils ont laissé même les animaux, ils ont dit aux animaux de pâturer. Puisque en ce moment, les animaux étaient fermés aussi, les animaux ne pouvaient pas aller en brousse. Si tu laisses ton animal, il n'y a pas trop d'animal. Mais la dernière information que j'ai apprise, au niveau du CG de Djibo, quand tu t'arrêtes là-bas, tu vois le secteur 7 de Friguindi. Moi, j'ai fréquenté le CG de Djibo, c'était touffu. C'est-à-dire les gens coupaient les arbres. Il n'y a même pas un seul arbre à Djibo actuellement. Les hangars sont finis, les arbres sont finis. Les gens ils coupent les arbres là comme ça, ils les cherchent en même temps, ils vendent. Chacun utilise son hangar pour... Est-ce que dans le Soum, la plupart des pères de famille, des responsables locaux ont pris acte de ce dialogue-là pour s'impliquer davantage afin que la paix revienne définitivement pour toujours? Les responsables, que ce soit les autorités religieuses et coutumières du Sahel. Si le chef de Djibo est là-bas, il a représenté toutes les autorités coutumières et religieuses. Il y a le grand imam de la province de Soum, Gadi, qui est là, qui est là-bas. Bon, moi, je ne connais pas, je n'ai pas demandé la composition, mais j'ai vu la photo qui était là-bas. Je pense que même les catholiques et les protestants étaient là-bas. Je pense, si je ne me trompe pas. Toutes les représentations sont représentées là-bas. Il y a 2 véhicules et des motos. Donc, ils sont nombreux. C'est toute une grande délégation qui compose la province de Somme qui était là-bas. Mais quand même, il faut respecter ça quand même. Mais l'autre aspect de la chose, est-ce qu'il n'y aura pas de vengeance après? Vengeance par rapport... Pour ceux qui ont vu leurs parents tués par les mêmes personnes qui reviennent éventuellement sans qu'on ne puisse les inquiéter ni les toucher, est-ce qu'il n'y aura pas de perspectives? Qu'est-ce qui a gonflé là-bas, même ces genres de situations-là? On vient, moi je suis un pauvre innocent, on me tape, mon fils voit ça, moi je vais aller prendre une arme aussi, venir me venger. C'est ça qui a rempli le terrorisme là. C'est ce qui a rempli l'autre côté. C'est pas qu'on les invite. Tu viens, tu me trouves perdu, moi tu me tues. Mais, parlons de l'histoire de Yirgou là. Qu'est-ce qui a fait que cette zone est infectée? C'est l'histoire de Yirgou. 2 jours durant, on tape les gens. Jusqu'à présent, les animaux, on n'a pas restitué les animaux. Mais ce sont les mêmes personnes qui ont pris des armes. Mais oui. Donc, si on comprend bien, il faut qu'on cherche à régler d'abord la question des règlements de compte. Et puis aussi, il y a quand même le vol de bétail, non, le banditisme armé aussi qui s'est greffé à ce qu'on est en train de vivre. Ça, c'est devenu maintenant fréquent. Chacun, quand il prend une arme, il part voler, piller les animaux. C'est comme ça. Mais les terroristes, dans leur accord, ont demandé à ce qu'on n'attrape pas celui qui vient pour piller les bétails ou voler, n'est-ce pas? On n'attrape pas qui? De ne pas inquiéter, puisque quand je vous écoute, vous avez dit qu'ils ont dit à un moment donné de ne pas inquiéter ceux qui viennent attraper les bétails ou autres. Non, ceux qui viennent pour vendre les animaux au marché de Djibo, payer les vivres répartis là, qu'on ne les touche pas. C'est ce qu'ils ont demandé clairement. C'est ce qu'ils ont demandé. Okay. On n'a pas dit celui qui vient piller un animal. Si tu pilles un animal, ça on te prend, c'est ton problème. Bon, ça c'est peut-être qu'ils ont des animaux, je ne sais pas, si, n'importe quel animal en tout cas. Si tu viens vendre ton animal, peut-être qu'on peut te soupçonner et tu n'as plus de vivres. Peut-être qu'ils te terrorisent. Non, on laisse les gens vraiment vaquer à leur occupation. Pas dire que non, si on voit quelqu'un en train de voler, non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous pensez qu'ils ne volent même pas les bétails comme ça, mais est-ce qu'ils volent le bétail comme ça? Les terroristes? Oui, je ne pense pas. Mais ils vivent de quoi finalement? S'ils ne volent pas, ils vivent de quoi? Est-ce qu'ils ont des économies de guerre si ce n'est pas le vol de bétail ou le pillage des biens des gens? Bon, je ne sais pas, mais en tout cas, généralement, c'est très difficile. Bon, ils ont d'autres sources, je ne sais pas, de financement à l'extérieur. Vous semblez avoir vraiment des informations de sources à comment financer. Non, mais en tout ça, là, ce n'est pas caché. Mais attends, vous, là, qui fabrique les armes? Est-ce que vous qui fabrique des armes? Quand ils quittent là-bas, il y a une calage posée. Ça vient d'où? Le pillage des animaux, la paix, des calages comme ça, et des armes lourdes là. Vous êtes bien placé pour savoir que ça fait une mine d'or d'avoir quand même un bon troupeau. Hein? Vous êtes bien placé pour savoir que le troupeau, quand même, c'est une mine d'or. Oui, mais actuellement, les animaux ne sont pas achetés comme ça. Vous payez des calaches, non. Alors, est-ce que vous pensez que si le dialogue marche à Djibo, ça peut servir pour toute la région du Sahel, pour le retour à la paix? Je pense que ça peut servir pour tout le Burkina Faso même. Oui. L'État a parlé de réinsertion, d'accompagnement au niveau de l'élevage. Est-ce que vous pensez que ça peut être un outil favorable au retour à la paix à Djibo et tout au plus dans toute la région du Sahel? La réinsertion, c'est-à-dire ceux qui vont déployer les armes, non? Ils seront réinsertés.
réinsérer. Vous pensez? Vous avez écouté le ministre Yero Boli, il a fait une communication là-dessus. Oui, j'ai écouté, il a parlé. En tout cas, tu déposes une arme, peut-être il y aura des appuis quelque part. Ça, il a dit ça. Mais maintenant, mon inquiétude là, le premier accord n'a pas marché. Mais ce n'est pas lié aux terroristes. C'est lié à nous. C'est ça le problème là. Donc il faut de la sincérité, sinon après on va continuer. Il faut qu'on assume. Oui. On a demandé à ça, il faut qu'on assume aussi. Il a dit, le ministre ne dit pas n'importe quoi, il a dit, en fait, si les gens déposent, on va les accompagner quelque part. Il n'y a pas de problème. Même si les autres n'ont pas demandé un accompagnement, c'est eux qui ont proposé, il n'y a pas de problème. Mais on part, on négocie, on revient, on fait le compte rendu et on bloque ça. Et qui a bloqué maintenant? Si je dis le VDP, qui a créé le VDP, ce n'est pas l'État. Qui a poussé les DV à aller là-bas? Ils sont allés d'eux-mêmes. Voilà la question que moi je me pose. Qui les a amenés là-bas? Puisque ce n'est pas normal. Et s'ils ont été recrutés de Djibo, en tout cas, s'ils sont recrutés à Djibo, moi je ne sais pas, je ne suis pas au courant. En tout cas, nous, sur Djibo, je l'appelle tout le temps, je ne sais pas comment ils sont recrutés. Je ne crois pas que ce soit la commune de Djibo. Donc, si quelqu'un quitte une autre commune pour venir gérer Djibo, c'est pour créer des problèmes. C'est ambigu, c'est vraiment cette ambiguïté-là, il faut qu'on lève. Donc, il faut que l'État aussi assume. Je n'ai pas entendu ce qu'ils ont dit par rapport à cette situation-là. C'est vrai qu'officiellement, ce que vous avez dit, on n'a pas encore eu des informations sûres et fiables sur ce que vous avez donné comme chiffres et autres. Mais si nous continuons dans la même dynamique, on parle de dialogue, pas de négociation. Est-ce que vous pensez que le fait que les terroristes ne veulent pas que l'on s'ingère entre eux et l'armée, ils sont sincères? Et ça, c'est des étapes. Ça va venir aussi. Ils n'ont qu'à laisser cette négociation aller. L'accord là, que ça soit engagé, les gens n'ont qu'à retourner, on va négocier pour les autres villages, ils vont repartir. On peut revenir encore pour autre chose, peut-être pour que tous les villages puissent se rejoindre. Vous parlez de quel village? C'est tout autour de Djibo ou bien même les communes? Même moi, les communes. Je parle des communes, que les communes rejoignent, tout le monde rejoint. Lesquelles par exemple? Vous parlez de quelles communes et quelles communes? Il n'y a aucune commune de Djibo qui est là-bas. Djibo a 9 communes, il y a combien de communes qui sont là-bas? C'est Kelbo et Arbinda. Donc les 7 autres là sont vides. Ils sont tous concentrés sur Djibo? Non, d'autres sont à Ouagadougou ici. Oui, bien sûr, les donc déplacés chacun part là où il veut. Il n'y a pas une autre commune. Arbinda aussi, il y a combien de personnes? On peut les compter. Kelbo aussi, on peut compter. Voilà les 2 communes qui restent, puisque Poubé Menga vient de quitter. Donc c'est fini. On va négocier pour toutes les communes. Quand tout le monde va rejoindre, maintenant on va parler, il y a d'autres étapes. Au fil du temps, il y aura des idées qui vont naître. Et on va discuter maintenant par rapport à ça. Est-ce qu'il faut qu'en amont, l'État puisse faire des investissements importants dans le Sahel burkinabé? Pour le moment, avec l'insécurité, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas investir dans l'insécurité. Maintenant, nous ne demandons rien. Avant, mais il n'y avait pas d'investissement comme ça. Nous voulons la sécurité d'abord. Les investissements, Djibo était délaissé à très longtemps. Dans tout le Sahel, était délaissé. On dit qu'il y a des projets, il y a quoi, il n'y a rien. Il y avait le programme d'urgence pour le Sahel qui avait été lancé. Moi, j'ai vu ça en pompe là, mais moi, je suis venu demander qu'est-ce qu'ils ont eu à faire. Moi, je ne vois pas ça sur le terrain en tout cas. Est-ce que le problème aussi souvent, c'est de ne pas réfléchir à la place du Sahélien? J'ai reçu beaucoup de leaders qui en ont parlé. Oui. On réfléchit sur des projets à partir de Ouaga. Les Sahéliens, ils ne se reconnaissent pas dans ce que l'État propose. Est-ce que si on ne règle pas cette question-là, on aura la paix dans le Sahel un jour? Il faut régler cette question-là vite. Parce que quand on programme d'urgence pour le Sahel, bon, c'est possible qu'ils ont eu à faire quelque chose, c'est vrai. Mais moi, vraiment, visuellement, je n'ai pas vu des papiers qui prouvent, voilà ce qu'ils ont fait. Bon, moi, je vois une école, on me dit que non, c'est le projet d'urgence pour le Sahel. Bon, en fait, il faut réfléchir avec le Sahel. Puis c'est la région. Envoyer le projet au niveau de la région. Le chef de la région, c'est Douri. Les gens vont discuter de leurs problèmes. Ils savent là où on veut travailler. Nous, on a besoin des points d'eau, par exemple. Le barrage de Djibo est curé depuis combien d'années? Depuis 1974 ou bien 1976. Alors que le peu de vue de l'élevage. Le barrage est en train de se renfermer. Douri, c'est la même chose. Le barrage Douri aussi, ensablé, n'a pas fait. Bon, moi je pense qu'il faut réfléchir en ce sens, laisser les gens réfléchir et puis quand vous envoyez et vous exécutez. Il a été aussi question notamment... Vous voyez les routes là, par exemple, on a parlé des routes. À part la route Douri, je ne sais pas le nom de la route là, Douri-Ouaga. Quelle route bitume peut trouver au Sahel? Il n'y en a pas. Il n'y a même pas cette route là. Il y a 4 provinces. Aucune route bitumée. Mais voilà, dans les autres provinces, ce n'est pas le cas. Pourquoi ça?
Alors que nous savons que nos ressources, là, c'est au Sahel, là-bas. D'où notre problème, même d'ailleurs. Ouais. Il y a aussi question de redécoupage administratif. Certains trouvent que le Sahel, en une seule région, ce n'est pas vraiment une bonne idée. En tout cas, le Sahel est trop vaste pour avoir une seule région. Trop vaste. Mais ça, c'était presque réglé au temps de Rock. Ils voulaient découper, en tout cas. Djibo devait être une région à part entière. Mais ça, c'est dans les tiroirs maintenant. Ça, c'est un problème qui était, en tout cas, en voie de résolution. Djibo relié à Dori comme chef-lieu de région, ça fait souvent du bruit. Il y en a qui parlent même du fait que Djibo aurait aimé être relié à Ouaïgou. Est-ce que vous le confirmez? Bon, en fait, la ligne Djibo-Dori même n'est pas trop fréquentée comme ça. Si vous voyez le route Djibo-Dori là même, il y a l'herbe qui pousse dedans. Parce qu'elle n'est pas fréquentée comme ça. Parce que ce n'est pas économiquement viable. Bon, qu'est-ce qui fait distance, c'est trop loin, c'est 200 km. Hein. Djibo, c'est 200 km. Oui. Et Djibo-Ouaga, c'est 208 km. Djibo-Ouaga, c'est à 100 km. Mais je pense que même sur le plan traditionnel, même avant la colonisation, Djibo est plus relié à Ouaga, même sur le plan traditionnel. Sur le plan sécuritaire, Djibo est relié à Ouaga. Plan traditionnel et sécuritaire. Sécuritaire. Et combien de fois les gens de Ouaga sont venus sauver Djibo parce qu'il y a eu des envahisseurs. Bon, je ne vais pas revenir sur ça, peut-être que ça va frustrer d'autres choses. Il y en a eu. Il y en a eu. La dernière attaque, là, ils ont pris, en tout cas, les femmes pour l'autre amener à Bagarin, le quartier Bagarin, là. Hein. La plupart, c'est des Peuls. Les femmes, on a tué les hommes, on a amené les Peuls là-bas. Donc, il y a une relation, en tout cas, sécuritaire entre Djibo et Ouaga. Nous tous, on a fréquenté Djibo. Moi, mon père m'a fréquenté Djibo. Donc, Djibo, Ouaga, dans les années 1900 et quelques. Je ne sais pas si c'est 32, donc, l'État aurait dû tenir compte de ce paramètre important. La santé, si vous voulez, la santé, si tu vas, on évacue où? C'est à Ouaga, on n'évacue pas à Dori. Dori à 200 km. Il faut évacuer vers Ouaga. Alors que la direction régionale de la santé... Est-ce que vous, qui êtes de la région, qui connaissez bien la région, vous pensez qu'il est important que l'État corrige ces imperfections-là rapidement? Ça peut être utile pour le retour de la paix? Bon, ça c'est... Vous voyez que les politiciens, quand tu t'engages dans leur domaine comme ça, ils vont t'attaquer. Non, ça n'a rien à voir. Vous ne parlez pas pour un politicien, vous parlez pour la paix, vous souhaitez la paix pour votre pays. Non, donc, mais ça, je dis, le problème a été réglé déjà, puisque Djibo devait être une entité à part, une région à part. Donc ça, c'était réglé et je pense qu'on avait parlé de ça. Bon, c'est plus facile. Voilà. Alors, quand vous voyez l'évolution de la situation sur le terrain, vous dites quoi? Est-ce qu'on va sortir un jour de ce bourbier terroriste-là? Bon, si l'État accepte, oui. Ils nous ont dit de négocier. De dialoguer, on ne parle pas de négociation. Oui, de dialoguer. Voilà, qui nous permet de dialoguer. Ils n'ont qu'à assumer, ils n'ont qu'à nous permettre de dialoguer en toute franchise. Et que les accords soient respectés. Ils n'ont qu'à étudier les accords, si ça arrange l'État ou pas. Mais les accords qu'on est venu sortir là, est-ce que en quoi cela dérangerait l'État? Je ne vois pas laisser les juifs partir là où ils veulent. Où est le problème? Ne pas attacher, prendre les gens, nos parents là. Ne vous en prenez pas à nos parents. Venez nous attaquer. Et c'est ça, c'est un problème. Qu'on laisse ça d'abord, étape par étape, étape par étape. Et je pense que on passe par l'État d'abord avant d'aller négocier. On voit le haut commissaire, on voit l'armée avant d'aller. Ils nous suivent, les gens suivent. Très bien. Et même, ils ont appelé nos chefs ici, ils ont négocié, ils ont parlé avec eux. Nous aussi, on a été au président du FASO. Et il a appelé Tabita Poula, moi j'étais là. Lui-même, il a dit que l'arme n'a jamais rien arrangé. C'est que le président même a dit. Quel président? Le président actuel. Damiba. Oui. Il a dit que l'arme n'a jamais rien arrangé. Ça, il a dit ça devant tout le monde. Et ça à la télé. Bon, maintenant, si vous nous donnez l'autorisation de dialoguer, permettez-nous de dialoguer. Est-ce que vous souhaitez l'implication directe du président Damiba lui-même dans ces dialogues-là, à travers notamment ses représentants locaux et autres? Je pense qu'il est impliqué. Le haut commissaire est là pour lui. Le haut commissaire est au courant de tout. Donc, il est impliqué. Ouais. Et lui, il a parlé à la télé. Où est le problème? Moi, vraiment, cette histoire-là, je ne comprends pas. Donc, vous êtes d'accord aujourd'hui que toutes les personnes qui ont tué, qu'on puisse leur permettre qu'ils fassent repentance, qu'ils fassent leur mea culpa et puis la vie va reprendre son cours normal? Mais si on dit qu'on ne va pas pardonner, ça continue. Moi, j'avais parlé de cette négociation depuis 2016. Il y a quelqu'un qui a failli me frapper pour dire qu'on a tué, mon parent a tué. Si vous dites pas, ça continue. On continue à tuer. Qui perd? C'est nous. Toutes les guerres dans ce monde entier ont fini par des négociations. Négocions. Il finit de négocier. Peut-être après, ça va venir.
La justice. Alors, on se rappelle que Roch Kaboré, quand il était président, il est parti à Djibo. Les ressortissants de Djibo avaient demandé qu'on libère leur fils qui était détenu dans la prison de haute sécurité. Est-ce que ça fait partie des points de négociation, de dialogue aussi? Oui, ça fait partie. Ils ont demandé qu'on libère leur... On a libéré même certaines personnes. Avant même qu'ils partent sur le terrain de négociation, là. D'abord, ils sont partis la première fois. Ils ont donné 2 semaines. Si on ne libère pas leurs éléments qu'on a arrêtés au niveau de le camp de Djibo, ils donnent 2 semaines, ils vont rentrer dans Djibo. Mais avant ça, Dieu merci, je ne sais pas quoi, si c'est ça qui a eu, c'est à cause de ça qu'ils ont libéré ou pas. Mais en tout cas, on a appris que même Tabita Kourouakou a demandé cette libération. Les gens qu'on a pris comme ça, pour des suspects, il n'y a pas de dossier, qu'on libère ces gens-là, puisqu'il n'y a pas de preuves. Ils ont libéré les gens qui, en tout cas là où ils ont trouvé que vraiment il n'y a aucun truc qui les inculpe, on a libéré ces gens-là. Et quand le comité est reparti encore, ils ont dit ah, là c'est très bien, on peut discuter maintenant, parce qu'on a appris qu'on a libéré certaines personnes. Là, on est d'accord, vous avez respecté vos principes, nous aussi on va respecter. Voilà comment la deuxième étape est arrivée encore. Ils sont repartis. Donc c'est ça, ils disent c'est des étapes. Et ils ont dit voilà, sans condition, laissez-les vivre aller partout, les vivre, c'est bloqué à Djibo. Voilà. Et nous, on va déminer aussi. Mais est-ce qu'ils sont prêts à déminer? Oui, est-ce qu'ils peuvent déminer aussi au-delà de Djibo Kongoussi, Djibo Bouranga et autres là? Est-ce qu'ils vont déminer aussi pour aller dans les autres localités? Puisque vous dites qu'il n'y en a même plus. Il reste quoi? Arbinda, Pobé Mengao a été vidé de son monde. Bon, on a parlé de la route de Djibo d'abord. Maintenant, c'est une étape. Que ça aille, on va lutter pour la route de Dori, Arbinda. On va travailler la route de Waïguia, Djibo aussi. Waïguia, Djibo. Les gens vont négocier. Puisque le comité est là, prêt à négocier pour toutes les communes. Mais déjà, il y a un petit handicap qui est là. Et le manque d'esprit, c'est à notre niveau. Donc vous pensez, tant qu'il n'y aura pas de sincérité entre les différents acteurs, on n'aura jamais la paix dans le Sahel? On n'aura jamais la paix dans le monde, dans le Burkina Faso, mais il n'y a pas de sincérité. Voilà. On ne respecte pas nos engagements. Alors, moi, ici, je pense que l'État n'a pas assumé. L'État ne s'est pas assumé? Il ne s'est pas assumé, oui. Vous venez d'aller négocier, il y a un problème. Quand on parle de VDP, on parle de l'État, non? L'État ne s'est pas assumé. Moi, c'est ce que je vais dire. Il faut qu'il s'assume. Moi, je lis en temps les écrits de Maréchal Diko, ou bien général Diko, là. Il a dit aux gens de ne pas aller négocier, parce que l'État ne s'assume pas, avant que les gens ne partent. Et quand le blocus est parti, il est venu, il a écrit encore, il dit voilà, ce que je vous avais dit. En tout cas, nous avons du chemin. Merci à vous pour vos différents témoignages. On est pratiquement en fin d'émission. Est-ce que vous avez un message à l'endroit du président d'Amiba actuellement? Est-ce que vous avez un message à l'endroit des populations également du Soum qui nous regardent sur Burkina Info? Bon, moi je veux dire en tout cas à tout le monde entier que le phénomène, le problème qui nous arrive là, ce n'est pas lié à une ethnie. Non, ce n'est pas lié à un individu. Donc on n'a qu'à vivre comme on vivait avant. On a un seul ennemi commun. Il ne faut pas qu'on se trompe d'adversaire. Sinon, on va se rentrer dedans, on va s'insulter. Dans les réseaux sociaux, moi j'ai écouté quelqu'un qui insultait Damiba comme ça. C'est grossier vraiment. Pour insulter un président, tu vas frustrer tous les Burkinabés. Ce n'est pas lié à lui. Lui est venu hériter ce problème-là. C'est un problème complexe. Qu'on nous laisse le temps aussi. Mais maintenant que lui aussi s'assume, il a demandé à ce qu'on négocie, qu'on nous permette de négocier en toute sincérité. Vraiment, ça ne va pas. Donc, les justices là, il faut acheter les dossiers qui sont là. Juste le problème du Hirgou, qui est là depuis un bout de temps. On n'a pas besoin de mener des enquêtes pour voir qui a tué les gens de Hirgou. Ils ne sont pas cachés. Donc, ça aussi, je vais faire ce que je pense. Maintenant, il ne faut pas que quelqu'un écoute son cœur. Parce que moi, je suis là. Si moi, je parle de ce que j'ai vécu à Djibo par rapport au problème politique, je veux dire que je n'ai rien à foutre avec Djibo même. Parce que j'ai vécu des choses terribles que moi-même je ressens, je préfère me calmer. Et si tout le monde pense dans ce sens-là, on va aller nulle part. Ce qui est arrivé, il y a des gens qui ont fui, revenir, parce qu'à un certain moment donné, il faut tuer tel, il faut tuer tel. Quand ces personnes sont réveillées, ils se retrouvent actuellement dans le camp de déplacés. Tuer n'est pas une solution. Si on peut même désarmer les BDP, moi, ça allait m'arranger. Et si on désarme aussi les terroristes, de la même manière, c'est ça.
Si on désarme les VDP, qu'on désarme aussi les terroristes. M. Drago, tu penses que le VDP peut tenir tête devant les terroristes? Les gens qui ont soulevé des camps, est-ce qu'un VDP peut tenir tête devant ces gens-là? Ah non. S'ils sont à côté des militaires, ils peuvent parler, mais si VDP ne peut pas tenir tête devant un terroriste, peut-être que des bandits qui viennent voler des moutons, et là, ils peuvent faire ça, ils peuvent travailler. Ils peuvent aider la population dans ce sens. Si un militaire n'appuie pas, les gens qui sont bien formés, ils sont bien outés, ils n'ont pas tenu tête. Est-ce qu'un VDP peut tenir tête devant une chose? On n'a qu'à recruter massivement des gens. Si on veut recruter, on n'a qu'à recruter. On recrute beaucoup. Partout, on impose même le recrutement. Voilà. On désarme tout le monde. On laisse les militaires, les professionnels là travailler. Là, on est d'accord. On doit désarmer tout le monde. D'accord. Quel est le message que vous avez à l'endroit de la population de Djibo? Bon, ils n'ont qu'à tenir courage. Ils n'ont qu'à continuer à lutter. La paix va revenir. Il n'y a pas un problème sans solution. Moi, je les encourage. On est avec eux là-bas. Même si on ne peut pas les atteindre, les appeler, en tout cas, on est avec eux. On va faire ce qu'on peut. Souvent, on cotise pour envoyer. On va faire ce qu'on peut. On va organiser les gens pour penser à eux. On va dire à l'État de penser à eux. On va faire de notre mieux. Voilà. Mamadou Diko, c'est bien cela. Monsieur Diko, merci. Merci à vous pour avoir accepté l'invitation de Burkina Info pour votre part de vérité sur ce que vous connaissez du Soum. Merci à vous. On va souhaiter le retour de la paix à Djibo, le retour de la paix partout au Burkina parce que nous sommes tous burkinabés et tout ce que nous souhaitons, c'est la paix dans notre pays. Merci à vous, monsieur Diko. Merci beaucoup aussi. Merci de m'avoir invité. Chers amis de la liberté, de la démocratie et de la bonne gouvernance, merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine et vive la paix au Burkina Faso. À bientôt.